Johnson Johnson a récemment publié ses résultats du deuxième trimestre 2024 et les chiffres brossent un tableau fascinant. Les ventes de l'entreprise hors impact cession de son activité santé grand public et les vaccins contre la COVID-19 ont augmenté de 7,2% en glissement annuel. Cette croissance a été alimentée par la solide performance de ces segments médicaments innovants et MedTech. Le segment IM, à savoir médicaments innovants, s'est particulièrement distingué avec une croissance impressionnante de 8,8% de ses ventes hors vaccin contre COVID-19. C'est important. Cette performance peut être attribuée au succès continu des médicaments clés du portefeuille de J&J. Le segment MedTech a également contribué de manière significative avec une hausse de 4,4% de ses ventes. Cette croissance a été tirée par l'introduction de nouveaux produits, une augmentation des procédures mondiales et des acquisitions stratégiques telles que Shockwave Medical et Abiomed. Donc, quand on parle ici d'augmentation ici des procédures mondiales, c'est-à-dire ici que le taux d'utilisation ici des... c'est pas un taux d'utilisation, mais l'augmentation ici des personnes nécessitant ici une assistance médicale, on va le dire comme ça. Après la pandémie, on a eu un engouement, on a eu une augmentation ici des personnes à la recherche. Ici. Enfin, on a eu une augmentation ici des procédures médicales, ce qui a un impact positif pour les compagnies, pour les hôpitaux comme HCA, Healthcare. Vous avez également un impact négatif pour les compagnies d'assurance, un peu comme United Health, etc., parce que le medical bill ratio augmente. Et vous avez un impact positif sur des compagnies comme J&J, notamment parce qu'elles vendent des instruments, des consommables, également certains médicaments. Donc, vous voyez que c'est toute une chaîne de valeur. Certains vont avoir tendance à morfler à court terme, donc vont avoir tendance à bien se comporter. Bref, quand on parle d'augmentation ici des procédures médicales, c'est de ça dont on fait référence. Et vous avez également remarqué, parce que ce n'est pas la première note d'analyse sur Johnson Johnson. Je rappelle que les notes d'analyse sont basées sur ma lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls. Je lis, j'écoute, je vous donne mon avis sur le business. Ce qui veut dire ici que si vous également vous voulez à peu près débattre, faites le même exercice. D'accord ? Lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences calls et faites-vous un avis sur l'entreprise. Les chiffres, c'est bien, mais on ne va pas très loin avec les chiffres. Et vous savez que c'est une entreprise que j'aime bien et j'aime également le fait qu'elle se diversifie de plus en plus, surtout dans le segment MedTech que je préfère dans le secteur, dans cette industrie-là. D'accord, l'industrie de la santé de manière générale, j'aime bien le segment ici MedTech, ceux qui vendent des instruments ici. Donc, sur la partie vendant des médicaments, ça me dérange un tout petit peu parce qu'il y a toujours les brevets, etc. Je ne dis pas que dans MedTech, il n'y a pas de brevets, mais voilà. Donc, J&J utilise son cash pour racheter d'autres segments d'autres business comme Shockwave Medical, Abiomed, et ce n'est pas fini. D'accord, elle va continuer d'ailleurs à le faire. Et je pense que j'ai partagé une note d'analyse ici sur le secteur pharmaceutique il y a très longtemps. Donc, donnez-moi juste un instant. Ça, c'est Altria, pharmaceutique. Attendez. Médicaments. Bref, je pense que j'en avais partagé une. Bon, c'est pas plus grave que ça, parce que je sais que j'avais parlé ici du fait que il y aura beaucoup d'acquisitions dans ce secteur d'activité, notamment les entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent pendant le Covid. Donc, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, et parce qu'il y a également un énorme patent cliff, donc à savoir ici, il y a des entreprises ici qui vont avoir tendance à perdre certains brevets, donc ça pourrait avoir un impact négatif sur celle-là. Je pense qu'on avait mentionné des entreprises comme Bristol Myers Squibb, il y a également des entités comme Merck, et il y a également des entités comme AbbVie. Donc c'est à surveiller, c'est pour ça que ces entités ne se négocient pas à des niveaux de multiples très élevés. Les seules exceptions dans ce secteur-là, ce sont des entreprises comme, comment elle s'appelle encore, Eli Lilly et Novo Nordisk, tout simplement par rapport à la thématique du moment. Mais dites-vous ici que quand la concurrence va s'intensifier, on aura tendance à se négocier à des multiples moyens du secteur, à peu près aux alentours de 15 fois les bénéfices. Donc, si vous voyez une entreprise s'échanger à plus de 15 fois les bénéfices, c'est parce qu'il y a une croissance qui est inclue à l'intérieur. Il faut absolument qu'elle livre la marchandise. Sinon, ça va être compliqué. Revenons ici sur Johnson Johnson et on termine notre note d'analyse. Alors, concernant la gestion des acquisitions stratégiques, la récente acquisition de Shockwave Medical par J&J a conduit l'entreprise à revoir à la hausse ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2024. La société prévoit désormais des ventes opérationnelles hors vente de vaccins contre le Covid-19 et impact des devises, parce qu'on en vend toujours des vaccins contre le Covid-19, peut-être moins que au plus fort de la pandémie ici, mais
on les vend toujours. Donc, quand vous allez faire une analyse de ce genre de business, enlevez toujours ces différents éléments-là. Parce que c'est un segment qui va avoir tendance à diminuer année après année. Enfin, on le souhaite. C'est le cas présentement, donc il faut faire attention quand vous prenez en considération ces différents chiffres d'affaires, bénéfices nets. Donc, on s'attend ici à un volume de vente comprise entre 89,2 et 89,6 milliards de dollars contre 88,7 et 89,1 milliards de dollars. Et c'est important de le marquer parce qu'on a relevé nos attentes, notamment parce qu'on a fait l'acquisition d'un business ici, donc ça aura un impact positif. Mais est-ce que ça a un impact positif sur le bénéfice net? C'est la question que vous devez vous poser. Malgré des perspectives positives en matière de chiffre d'affaires, J&J a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices, les estimant entre $10 et $10.10 par action contre $10.60 et $10.75 précédemment. Enfin, initialement. Donc, cet ajustement est principalement dû au coût associé aux récentes acquisitions qui devraient impacter la marge opérationnelle de l'entreprise au second semestre, donc après le mois de juin 2024. Alors, concernant les mesures stratégiques pour l'avenir, les acquisitions stratégiques de J&J telles que Proteologix et Yellow Jersey Thérapeutique témoignent de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la croissance. Ces acquisitions sont axées sur le développement de nouveaux traitements pour les médicaments à médiation immunitaire, un domaine de la médecine en pleine expansion. Quels sont donc les points à retenir pour vous, investisseurs avisés? Donc, les activités principales de J&J se portent bien, avec une forte croissance dans les segments IM et MedTech. Les acquisitions stratégiques jouent un rôle clé dans la stratégie de croissance de J&J, mais elles ont également un impact sur la rentabilité à court terme. L'engagement de J&J en faveur de l'innovation et son modèle commercial diversifié la positionne bien pour une réussite à long terme. Maintenant, du point de vue quantitatif, qu'est-ce qu'on peut dire sur J&J? J&J, est-ce qu'elle mérite déjà avoir une place dans notre watchlist? La réponse est claire, bien sûr. Donc, on va juste faire cette mise à jour ici. Voilà. OK. Donc, on va aller regarder J&J. On va essayer de l'évaluer quantitativement. Vous voyez, quand vous lisez les rapports financiers, ça vous donne une vue différente ici du business. On sait que actuellement, l'entreprise est en train de faire beaucoup d'acquisitions pour générer de la croissance, mais ces acquisitions également viennent avec un impact négatif à court terme, notamment au niveau des marges opérationnelles, parce qu'on ne fait pas une acquisition comme si on jouait à un jeu vidéo, ça ne se passe pas comme ça. Parfois, les acquisitions, ce n'est pas synonyme de succès également. Donc, il faut suivre ces acquisitions-là, surtout quand on fait des grosses acquisitions. Donc, c'est un business ici qui utilise son argent pour acheter d'autres entités ici dans le but de générer bien plus de revenus et bien plus de bénéfices nets dans le futur. Donc, elle achète ici des médicaments qui sont déjà en plein développement ou bien qui sont en phase d'approbation, ce qui est une bonne chose. C'est pour ça que dans ce secteur d'activité, ça ne sert à rien d'aller acheter la nouvelle biotech qui trouve le next big thing ou ce genre de choses. Non, j'achète du J&J et J&J va se charger de faire ce travail de sélection-là pour moi. Alors, concernant l'évaluation, alors ce que je veux d'abord vous montrer, c'est l'entreprise en termes de revenus. On a ceci. Une croissance des revenus, on peut avoir un impact ici par rapport à tout ce qui concerne ici, les médicaments liés au Covid, etc. Okay? Donc, on ne va pas se dire ici que non, les revenus ont baissé. Non, non. Il y a une raison derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on surveille? On regarde les marges. Est-ce qu'elles sont au moins stables? On peut se dire ici que les marges sont stables sur les dernières années. Au moins. La pandémie étant passée par là également, ne l'oubliez pas. Mais quand vous regardez bien, c'est un effet de volume, enfin, c'est 65%, pourtant vous avez l'impression que c'est énorme. C'est pas vraiment énorme ici. OK, là, on est revenu à peu près à la moyenne, ce qu'on a connu sur les dernières années. Ensuite, enfin depuis 2015 à peu près. Ensuite, on regarde quoi ici? On regarde le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Rachète massivement ces actions, c'est normal tout simplement parce que les niveaux multiples de ce genre d'entreprise vont avoir tendance à être aux alentours de 15 fois les bénéfices. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Les marges EBITDA ici, est-ce qu'elles sont stables, croissantes ou bien décroissantes? On a une croissance et des marges EBITDA. Vous avez remarqué une chose, la marge brute est stable, les marges EBITDA augmentent. Le chiffre d'affaires a tendance à augmenter, c'est-à-dire que ça impacte directement ici les bénéfices opérationnels. Attention, marge EBITDA ici n'est pas synonyme ici de bénéfices nets, donc il faut également regarder l'augmentation des bénéfices nets. Et vous pouvez le voir ici, on a une augmentation exceptionnelle des bénéfices nets, mais ça, c'est un impact exceptionnel. OK, ce n'est pas durable, ce chiffre. Donc, on compare toujours également avec ce qu'on a au niveau des free cash flow. Je rappelle que sur Coifin, maintenant, vous avez des free cash flow margin. Donc, on va regarder les deux au même moment. Et vous voyez qu'au niveau des free cash flow, quand on les met sur le même graphique,
Les free cash flow sur les 20 dernières années sont à peu près aux alentours de 20%. Sur la dernière période ici, c'est à peu près, on garde à peu près des free cash flow aux alentours ici des 20%. N'oubliez pas également qu'elle va avoir tendance à vendre un segment de son activité ici. Donc, ça a un impact sur les marges bénéficiaires. Alors, et vous remarquez ici que c'est un trend par rapport à toutes ces différentes entreprises-là. Elles vendent toutes ici leur segment Consumer Health. Sanofi va faire la même chose parce que c'est comme ça que c'est la thématique en date d'aujourd'hui dans le secteur d'activité. Donc, ici, du point de vue marge, on peut se dire, quand on regarde ce business, 5 dernières années, on a à peu près quelque chose alentour de 20-22% en termes de free cash flow. Donc, on tourne à peu près à ces niveaux. Ce qui est déjà assez intéressant. OK? Maintenant, le marché paye combien de fois les bénéfices? J'ai oublié de regarder la dette nette sur EBITDA. On a combien? C'est une entreprise qui fait des acquisitions aujourd'hui. Mais elle a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 0,5. Ce qui veut dire qu'on fait des acquisitions généralement ici avec le cash flow qu'on génère. Et on aime ça. Parce que la dette en elle-même ici reste aux alentours de 16 milliards. Quand on regarde les free cash flow moyens, cette compagnie peut repayer la dette nette ici du point, on va se dire, elle n'a même pas, en moins d'un an, littéralement. En termes de free cash flow, on s'attend à combien en consensus N+3? Je pourrais prendre N+2, N+1. J'aime toujours regarder N+3 ici, histoire de voir si on reste au moins sur le même niveau que présentement. Là, on a du 19 milliards en moyenne. Ici, on s'attend à 22 milliards dans 3 ans. C'était une bonne chose. Et pourquoi est-ce qu'on peut avoir 22 milliards? Parce que les entreprises qu'on rachète ici aujourd'hui, on peut avoir tendance ici à augmenter les volumes. Les marges peuvent avoir tendance à augmenter. Ils peuvent augmenter les prix. Bref, ça pourrait être justifié. OK? Et ça reste également un business assez prévisible. Et on n'a même pas encore parlé de dividende parce que c'est ici qu'on regarde le dividende. D'accord? On se pose des questions par rapport à la pérennité du business. Le dividende ne prendra soin de lui-même tant que les activités ont du sens. OK? Alors, ici, on va regarder le price to earning en moyenne. Je prends tout le next 12 months, histoire à peu près de prendre une certaine croissance à l'intérieur. Je regarde à peu près la moyenne des dernières années. C'est une entreprise qui négocie à 16 fois les bénéfices en moyenne. Quand on dézoome un tout petit peu, on arrive à 16 fois les bénéfices également. 10 dernières années, c'est combien? 16 fois les bénéfices. 5 dernières années, 16 fois les bénéfices. Donc, quand vous serez à 15, 16, c'est comme vous voulez, d'accord? Dans tous les cas de figure, quand on dit 16 fois les bénéfices, ça veut dire quoi? Les anciens de la chaîne savent ici que quand vous achetez une entreprise à 16 fois les bénéfices, ça veut dire que vous êtes en train de demander un rendement de combien? 6,25%. Si je dis maintenant que pour moi, c'est 15 fois les bénéfices, d'accord? Parce que j'aime bien aller de 5 en 5, ça ne change pas grand-chose, je vous assure. Donc, ça vous donne ici 6,106. Ça ne va pas changer grand-chose. Dans tous les cas de figure, on ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. OK? Donc, parce que quand on regarde ça ici, 15 fois les bénéfices, ça sera à peu près à ce niveau. Vous pensez que l'entreprise peut s'échanger à ces niveaux-là? Bien sûr. Parfois, on peut également même aller à 20, à 17 fois les bénéfices. Donc, ça va osciller entre 15 et 20 fois les bénéfices. Et si vous ne pouvez pas vous faire un avis, voilà, vous prenez, ça donne quoi? 35, vous divisez par 2, ça donne combien? Ça donne aux alentours ici de 17,5 fois. Et je rappelle ici que ça prend en considération la croissance des 12 prochains mois. OK? Alors, qu'est-ce que ça donne ici du point de vue évaluation pour cette entreprise? Du point de vue, on s'attend ici à du free cash flow en date d'aujourd'hui de combien? 17 milliards 800. Ça reste un business qui est assez prévisible. Je pense qu'on l'a déjà remarqué ici plusieurs fois. Allons-y en N+3. Remarquez ici que les attentes ici des analystes par rapport à l'année N+3 sont en diminution. Il y a quelques temps, on s'attendait à 25 milliards au mois de janvier 2024, on s'attendait à 25 milliards en 2027. Aujourd'hui, c'est 22 milliards 700. Ça pourrait continuer à diminuer. C'est pour ça qu'on regarde d'abord si on achète une compagnie, si on l'achète en date d'aujourd'hui, est-ce qu'on surpaye ou pas? Actuellement, c'est une entreprise qui dégage en moyenne aux alentours de 18 milliards. Simple. OK? À 15 fois les bénéfices ici. Si vous voulez, prenez mec 16 fois les bénéfices, ça change pas, ça donne 270 milliards. OK? Je pourrais également prendre le 18 milliards ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle, 384 millions. 384 milliards. Le rendement ici sera aux alentours de 4,68%. Donc, c'est-à-dire que je vois que le PER actuel oscille aux alentours de 20 fois les bénéfices. Donc, ça ne prend pas en considération la croissance. Donc, je sais également que cette compagnie, on peut aller à 20 fois les bénéfices, mais on se rend que 15 et 20 généralement. OK? Donc, je pourrais dire qu'on est déjà correctement évalué ici, et surtout qu'on n'a pas énormément de dettes. Maintenant, si on extrapole un tout petit peu, en prenant en considération une certaine croissance, 22 milliards 760, voilà, 22 milliards 700, on va l'arrondir à 22 milliards 800. Ça ne va pas changer grand-chose. À 15 fois les bénéfices, ça donne combien? 342 milliards. Moins la dette nette, en réalité, est-ce qu'il y a une énormément de dette nette ici? Elle peut repayer ça en un an. Vaut mieux ne même pas mentionner cela ici. Et je rappelle qu'on est juste à 15 fois les bénéfices. Divisé par le nombre d'actions, ça fait 2,4
46, ça donne ici un rendement ça donne ici un prix aux alentours de $140 à l'action. Par rapport à ce qu'on a présentement, vous allez dire, ah donc c'est surévalué. Non, on a pris 15 fois les bénéfices, c'est correctement évalué. C'est simple, il y a une différence entre les deux de combien? Entre 140 et 160, la différence est de combien? Moins de 15%. Encore que j'ai pris ici 15 fois les bénéfices, alors qu'en moyenne c'est 16 fois les bénéfices. Et je vous ai dit pourquoi est-ce que je prenais 15 fois les bénéfices. Vous pouvez également retourner l'équation. On me demande de payer en date d'aujourd'hui. On me demande de payer 384 milliards, une entreprise qui pourrait rapporter généralement à partir de 2023 par an aux alentours de 22 milliards 800. Quel est mon rendement sur coût d'acquisition potentiel? C'est 5,9%. 5,9% correspond à quoi quand on prend à peu près, divisé par 5,9%, non, excusez-moi, 100 divisé par 5,9%, excusez-moi, 5,9% correspond à combien de fois les bénéfices généralement? 5,9% correspond à peu près aux alentours de 17 fois les bénéfices. Oui, ça prend en considération une certaine croissance, mais on ne surpaye pas pour ce business-ci. Donc, si j'achète du GNG, je ne surpaye pas. Il y a de grandes chances que je récupère ma somme de départ. Maintenant, si elle fait plus d'acquisitions, si elle augmente les prix, si elle arrive à trouver un blockbuster, j'en sais rien, le prix actuel, je suis bien positionné. Mais, pour ceux qui regardent le dividende, je vous ai déjà répondu par rapport au dividende. Nous avons une entreprise ici qui peut verser à peu près du 18 milliards par an. En termes de free cash flow, c'est possible. D'accord? On peut peut-être même bien plus que ça sur les 12 prochains mois. D'accord? Parce que en divisant ici par le nombre d'actions actuelles, par la capitalisation boursière actuelle, on a un rendement sur coût de 4,68% et je rappelle ici qu'elle n'a pas une énorme dette, elle peut repayer ça en un an. Or, on paie un dividende de 3,11%. Donc, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Et elle a même les moyens de continuer à l'augmenter. Parce que si on reverse la totalité des bénéfices nets en dividende, vous avez 4,6%. C'est comme ça qu'on regarde le dividende. Je produis à peu près 18 milliards par an. Je paye à peu près 12 milliards pour le dividende. Il me reste combien? 6 milliards. Et juste avec ces 6 milliards, je rembourse la dette à présentement en moins de 3 ans. Donc, Johnson & Johnson en date d'aujourd'hui, ce n'est pas l'opportunité des siècles, mais c'est intéressant. Quand c'est intéressant. Pour au moins commencer à bâtir une certaine position. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. D'accord? Je n'ai pas l'intention d'acheter du GNG ici. Comme je dis toujours, moi, je lis les rapports financiers parce que ça me permet ici de pouvoir faire mes notes d'analyse sectorielles. Et ça me permet également de gagner du temps au cas où l'entreprise se présente à un prix que je ne peux juste pas refuser. OK? C'est un bon business. Mais n'oubliez pas également que cette analyse n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Vous connaissez la réponse, bien sûr. Et le target price est à combien? $140 à l'action. Ce qui veut dire ici qu'on a du pharmaceutique Healthcare. Je viens ici. D'accord? Voilà. Il me semble, donnez-moi juste un instant. Pharmaceutique. Je cherche toujours en fait la note d'analyse en question. Ça m'étonne qu'elle ne soit pas sur la chaîne. Soit je l'ai envoyée par message, par courriel avant aux abonnés de la Top Newsletter. Je rappelle qu'en description de la vidéo, vous avez le lien vers la Top Newsletter, vers l'ensemble des services de Top Invest. Et en bas de page, sur cette page-là, vous avez la Top Newsletter. Okay? Pendant que vous y êtes également, vous avez le pack du débutant pour ceux qui veulent apprendre à lire les rapports financiers, lire les états financiers et apprendre à analyser les rates. D'accord? C'est un peu un avant-goût de ce que nous avons dans le service d'accompagnement. D'accord. Si vous voulez également avoir des informations sur le service d'accompagnement, vous pouvez réserver un appel tout en description, sur la même page, tout en haut. Et n'oubliez pas, l'accès à la watchlist également se trouve sur la même page et ça vient avec une formation sur comment lire les rapports financiers. Quel est le questionnement que je vais avoir quand je commence à lire un rapport financier? Au-delà des chiffres, d'accord, de manière générale, d'accord, c'est une checklist ici générale. Parce qu'il y a des checklists particulières pour certaines industries. Par exemple, on n'analyse pas le segment automobile. Comme on va analyser une entreprise dans le segment de la santé? Parfois, je vois souvent certains dire que oui, il faut que l'entreprise ait un ROIC de 15%, sinon ça ne m'intéresse pas du tout, sans oublier que ça dépend de l'industrie. Un ROIC de 15% dans le secteur minier, c'est exceptionnel. C'est comme avoir un ROIC ici de 25% dans le segment ici des technologies. Donc, faites attention quand vous utilisez des multiples ou bien des ratios. Un ratio n'a de valeur que on ne peut que le comparer dépendamment de son industrie.
Ça ne sert à rien de faire un ratio général. Sinon, vous allez vous retrouver avec des entreprises qui sont à peu près dans le même type d'industrie. Essayez de voir. Faites-le et vous allez voir que la plupart du temps, vous allez vous retrouver avec des entreprises qui sont plus dans la tech, etc. Où généralement, ici, on a le CAPEX est assez light. Et je rappelle que dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les industries, il y a au moins une entreprise exceptionnelle. Donc, juste pour faire simple, il y a au moins une cinquantaine d'industries. Et vous avez juste besoin ici à peu près moins d'une vingtaine d'entreprises qualitatives en portefeuille. Bref, si on revenait ici, qu'est-ce que je recherchais même d'ailleurs? Donc, je vais la mettre dans ma watchlist. On va faire ceci. N'oubliez pas également, vous avez le lien vers ma page Instagram pour ceux qui veulent poser des questions spécifiques. S'il vous plaît, ne me demandez pas dans quelle entreprise investir en date d'aujourd'hui. D'accord? Allez-y, regardez la watchlist. Elle répond déjà à cette question-là. C'est pour ça que d'ailleurs que je l'ai créée. Donc, on prend du GNJ. On fait ça. Collapse All. Secteur de la santé. Ici. Voilà. Et on cherche quelle entreprise? Nous recherchons une entreprise qu'on appelle Johnson & Johnson. Voilà. Johnson & Johnson. Voilà, elle est ici. Donc, on a un target price à $140 l'action. Je mets ça ici. Comme ça, si tu regardes du Johnson & Johnson, tu sais que Thierry a mis $140 l'action. J'irai voir la vidéo pour savoir pourquoi est-ce qu'il a mis $140 l'action. Et si je trouve que la vidéo est dépassée, je peux lui demander de faire une mise à jour. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Vous remarquez que si je veux faire un top ici dans le secteur de la santé, vous avez du Sanofi, sur laquelle on a déjà fait une analyse quantitative, une analyse qualitative également. Vous avez du Coloplast également, ce genre d'entreprise-là. Donc, il y a énormément d'entreprises intéressantes, dépendamment des secteurs d'activité. Souvenez-vous de Clinica Baviera. Même si on avait fait une analyse quantitative dessus, c'était déjà assez intéressant, assez intriguant, au moins pour commencer à regarder en profondeur. OK? Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent continuer la discussion, on se retrouve sur Instagram. Le lien est en description de la vidéo. Et pour les autres, ça sera sur la page Top Invest. Et n'oubliez pas la Top Newsletter également. Et on se dit à bientôt. Merci, au revoir.